Bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie de la vidéo dédiée au montage à Ampliop qui contiennent un condensateur comme composant externe. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au dérivateur. Comme pour le montage précédent, on a à l'entrée ici une tension continue pulsée, donc on a à nouveau affaire à un circuit impulsionnel. On va analyser comme pour le précédent, en démarrant de la manière suivante, on va regarder si la sortie revient sur l'entrée moins. Dans ce cas-là, c'est le cas. On a affaire à une contre-réaction à l'aide de R1. Donc dans ce cas-là, on va retrouver le potentiel à la patte U- qui sera identique au potentiel de la patte U+. Donc à la patte U+, on a la masse. On va retrouver ici une masse fictive à la patte U-. Notre condensateur maintenant va se trouver entre le potentiel U entrée et le potentiel 0 V. Donc on aura la tension UC1 qui sera égale à U entrée. Maintenant, comme pour le montage précédent, on a affaire à une charge du condensateur à courant constant. Donc on va à nouveau utiliser la formule la charge à courant constant qui dit que la charge Q est égale à C1 fois UC1 est égale à IC1 fois le temps. Et dans le cas ici, ce qui nous intéresse, c'est de calculer IC1. Donc ce sera égal à, on va passer le temps de l'autre côté, et ça nous fait que IC1 est égal à U entrée fois C1 sur le temps. Ce courant IC1 va venir ici, il ne peut pas entrer dans l'ampliop, donc il va continuer à 100% dans la résistance R1, ce qui va nous permettre de calculer la tension UR1, qui sera égale à la résistance R1 fois le courant IC1. Et la tension de sortie sera égale à 0 V moins la tension UR1, donc elle sera égale à moins UR1. Donc par la loi d'Ohm, ce sera égal à moins R1 fois IC1. Maintenant, il suffit de substituer le IC1 par ce qu'on a ici, et on obtient la formule suivante. U sortie est égal à moins U entrée fois R1 fois C1, c'est la constante de temps tau, divisé par le temps. Si on la écrit différemment, on obtient moins R1 fois C1 fois U entrée sur le temps. Et on va la transformer, cette formule. Ici, on ne va pas écrire U entrée sur le temps, mais comme pour le cas précédent, on va prendre la pente de la tension d'entrée, c'est-à-dire delta U entrée sur delta T. Voilà. Donc on obtient que la tension de sortie est égale à moins la constante de temps, R1 fois C1, fois la pente de la tension d'entrée, c'est-à-dire delta U entrée sur delta T. Maintenant, pour que ce montage fonctionne correctement, il est important de rajouter ici une résistance. Cette résistance va permettre de limiter les pics de courant, surtout quand le condensateur est totalement déchargé et qu'on lui force ici une tension UC1, on aura un pic de courant très élevé. Cette résistance ici va permettre de limiter ces pics. Par contre, attention, cette résistance doit être faible pour ne pas perturber le fonctionnement du dérivateur. Cette résistance venant ici en ajout à R1 pour la constante de temps. Voilà, on va maintenant analyser la tension de sortie du dérivateur actif par rapport à ce signal d'entrée qui est dessiné ici en bleu. Avant, on va rappeler que la tension de sortie est proportionnelle à la pente de la tension d'entrée, en sens négatif, vu que c'est un dérivateur inverseur. Donc si on prend la première portion du signal, ici on a une pente de moins 1. Quand on avance d'un carré, on descend d'un carré. Même chose ici. Donc on va avoir une tension de sortie qui est de plus 1. Ensuite, on a une pente de moins 2. Quand on avance d'un carré, on descend de 2 carrés. Donc on va avoir une tension de sortie de plus 2. Ensuite, ici, on a une pente de 0. La tension de sortie sera égale à 0. Portion suivante, on a ici une pente de plus 1. Quand on avance de 1, on monte de 1. Même chose ici. Donc on va avoir une tension de sortie de moins 1. Et portion suivante, ici, on a une pente de plus 2. Quand on avance de 1, on monte de 2.
ici la tension de sortie à moins 2. Alors maintenant, si on analyse déjà ce premier bout, ce qu'on voit, c'est qu'on a exactement le signal inversé par rapport à ce qu'on avait pour l'intégrateur. Pour l'intégrateur, on avait comme entrée le signal rouge ici, et comme sortie, la tension bleue. Alors qu'ici c'est l'inverse, on montre la tension bleue et on ressort la tension rouge. Donc, les fonctions de l'intégrateur et du dérivateur sont l'inverse l'une de l'autre. Maintenant, si on continue le dernier bout ici, notre signal, ici, donc, on arrive à une pente de 0. Prochain bout, ici, on va monter d'une valeur 0 à une valeur 1, puis ensuite on va y rester. Donc là, on aura la valeur de la sortie qui sera 0. Par contre, dans le bout qui est ici, on va monter de 0 à 1 avec une pente quasi infinie. Donc, on va avoir une pente très très élevée. Donc, on aura un pic de tension de sortie en négatif, vu que c'est inverse. À nouveau ici, on a une pente très élevée en positif, donc on va avoir un pic négatif. Ici, on va passer de plus 2 à moins 1, donc on descend. Donc on aura ici une pente contre le bas très élevée, donc on aura un pic contre le haut. Et finalement, ici, on va passer de moins 1 à 0 et y rester. Donc on va monter ici avec une pente très élevée, donc on aura un pic négatif. Donc on voit que quand on a affaire à un signal carré, comme c'est le cas ici, on n'aura que des pics lors des transitions. Ici, on passe de 0 à 1, on a un pic là. On passe de 1 à 2, on a un pic. On passe de 2 à moins 1, on a un pic, dans le sens inverse. Et ici, on passe de moins 1 à 0, donc on a aussi un pic négatif. Voilà, ceci termine cette analyse du dérivateur actif. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.